Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage sur Public Sénat. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité. Avec au sommaire de ce 21 mai, ce coup de tonnerre venu de la Cour pénale internationale. Son procureur Karim Khan réclame des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas, mais aussi contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. Fallait-il les renvoyer dos à dos? Jusqu'où peut aller cette procédure? Un procès du Premier ministre israélien est-il envisageable? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, l'histoire d'une réforme qui déclenche passion, grèves et polémiques. La fusion des télés et radios publiques en un seul groupe, une sorte de BBC à la française dont on parle depuis des décennies et que Rachida Dati veut imposer rapidement. C'est à partir du 1er janvier 2026 que le processus de fusion commencera. Le moment politique est venu et je pense que le sujet est totalement mûr. Faut-il fusionner France Télévisions et Radio France? Y a-t-il un risque de reprise en main politique? On en débat dans 45 minutes. Mais d'abord, la CPI, la Cour pénale internationale qui s'immisce dans le conflit Israël-Hamas, l'annonce du procureur, les premières réactions avec Fabien Recker. Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza au lendemain de la réquisition par la Cour pénale internationale de mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, une décision qui provoque l'indignation à Tel Aviv. Je rejette avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël, pays démocratique, et les meurtriers de masse du Hamas. Il s'agit d'une distorsion complète de la réalité. Par la voix de son procureur Karim Khan, la CPI a lancé lundi plusieurs mandats d'arrêt contre les chefs militaires du Hamas impliqués dans les massacres du 7 octobre, ainsi que contre les 2 responsables politiques israéliens. La Cour accuse l'État hébreu de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, en particulier en faisant usage de la famine à Gaza, où plus d'1 million de personnes souffrent de la faim, selon l'ONU. La privation systématique de biens indispensables à la survie de la population civile de Gaza résulte de la décision d'imposer un siège total à Gaza en fermant complètement les points de passage frontaliers pendant de longues périodes et en restreignant arbitrairement le transport de fournitures essentielles. Benyamin Netanyahou et Yahya Sinouar, chef du Hamas à Gaza, renvoyés dos à dos sous le même chef d'inculpation par la Cour pénale internationale. Une décision jugée inacceptable par le principal allié d'Israël, les États-Unis. Lundi, Joe Biden réaffirmait son soutien à l'État hébreu. Nous sommes avec Israël pour supprimer Sinouar et les autres bouchers du Hamas. Nous voulons la défaite du Hamas. Nous travaillons avec Israël pour y arriver. La France a d'abord affirmé soutenir la Cour pénale internationale avant de préciser par la voix du ministre des Affaires étrangères qu'il n'y avait pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. D'un côté, vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués également de manière assumée. Et de l'autre côté, vous avez un État démocratique, Israël, qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée elle-même. Au juge de la Cour pénale internationale de désormais donner suite ou non à la requête du procureur Karim Khan. Justement, quelles conséquences auront ces mandats d'arrêt s'ils sont émis? Fallait-il lancer une procédure contre le Premier ministre israélien en même temps que contre 3 dirigeants du Hamas? On en débat avec Jean-Paul Chagnollo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient et auteur de ce livre Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, livre publié aux éditions Actes Sud. Clara Gérard-Rodriguez, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avocate au barreau de Paris, ancienne juriste à la Cour pénale internationale. Patricia Lémonière, bonsoir, bienvenue, grande reporter spécialisée relations internationales. Et vous publiez Au cœur du chaos, c'est aux éditions Artaud. On est également en duplex avec Françoise Imret. Bonsoir, vous êtes avocat, ancien ambassadeur de France pour les droits de l'homme et président du collectif des avocats des victimes du 7 octobre. Bienvenue à vous. Et Asdine Ahmed Chaouch, bonsoir Asdine, bienvenue à vous, éditorialiste politique. Une
Première réaction peut-être générale, Jean-Paul Chaniolo, sur cette décision. Alors c'est l'amorce d'une procédure, on détaillera ça tout à l'heure, mais est-ce que, moi j'ai dit coup de tonnerre en titre, peut-être que le terme est un peu fort. Comment vous avez réagi en entendant l'amorce de cette procédure? Écoutez, je crois que d'abord c'était attendu, et je crois que c'est une cour internationale qui fait son travail, tout simplement. Et quand on lit la déclaration de Karim Khan, c'est extrêmement clair, il y a une idée très simple, c'est que toutes les vies se valent. Il le dit à la fin de sa déclaration de manière très précise, toutes les vies se valent, et par conséquent, tous ceux qui ont contribué, qui sont responsables d'un des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, je laisse de côté le crime d'agression qui est autre chose, eh bien, il est tout à fait légitime que la Cour s'en empare et si c'est nécessaire, effectivement, on délivre, on le verra dans quelques semaines, des mandats d'arrêt. Je crois que c'est la position de la France là-dessus, le communiqué de l'Élysée, du ministère des Étrangères d'abord, a été extrêmement clair et très cohérent. La France a signé, est membre de la CPI et par conséquent, elle soutient la CPI. Je crois que à ce niveau-là, c'est très simple. Il y a une deuxième chose par rapport à votre remarque sur l'historique, sur un moment important. Je crois que Karim Khan utilise la formule de moment charnière dans sa déclaration. Et je crois qu'effectivement, c'est un moment charnière pour la CPI et pour l'ordre international. Parce qu'au fond, la CPI, on va y revenir sûrement, c'est quelque chose de très récent, ça a une vingtaine d'années. On détaillera tout ça. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir qu'elle prend tous les conflits, y compris les plus difficiles. Et s'il y en a un qui est particulièrement difficile pour toutes les contradictions qu'il véhicule et les passions qu'il engendre, c'est bien entendu celui-ci. Oui, il y a aussi un enjeu pour la CPI d'ailleurs. C'est assez intéressant, fondamental. Et on y reviendra. D'ailleurs, il le dit, Karim Khan. Il le dit, Karim Khan. Clara Gérard-Rodriguez, je crois que vous avez travaillé à la CPI pendant 4 ans, c'est ça? Elle est dans son rôle? La CPI quand vous entendez le procureur, vous dites qu'il est dans son rôle? La CPI est absolument dans son rôle, le procureur est dans son rôle. Il faut aussi relativiser le choc qu'a pu causer cette annonce. En réalité, ça faisait quand même déjà plusieurs semaines qu'il y avait des rumeurs sur le fait que des mandats d'arrêt allaient être sollicités, que des projets étaient en cours en ce sens. Des rumeurs qui ont d'ailleurs conduit à de nombreuses menaces, des pressions, des tentatives de pression, voire il y a eu même des courriers officiels qui ont été adressés au procureur de la CPI, à d'autres représentants de cette organisation, de la part notamment d'élus américains qui ont fait peser des menaces de représailles, de rétaliation contre la Cour si des mandats d'arrêt venaient à être établis et à être sollicités, à être émis. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une volonté de la part du procureur à la fois de démontrer que son bureau ira jusqu'au bout dans le cadre des enquêtes en cours s'agissant de la situation en Palestine, en Israël, ira poursuivre, demander l'arrestation des personnes qu'il considère responsables, mais aussi c'est important et il ne faut pas l'oublier, c'est mentionné dans cette déclaration, que son bureau n'hésitera pas à poursuivre également les personnes qui feraient entrave au fonctionnement normal de la Cour, qui causeraient des menaces, des obstacles à son indépendance, à son impartialité. Autant d'éléments qui sont également susceptibles de caractériser des crimes relevant de la compétence de cette organisation. Alors, ce qui frappe quand même, peut-être c'est ce qui vous a frappé, Patricia Lémonière, c'est le fait que dans cette annonce du procureur Karim Khan, il donne l'impression, ou peut-être vous dites toutes les vies se valent, c'était les mots qu'il avait employés, le fait de renvoyer dos à dos le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense, et 3 dirigeants du Hamas. C'est ça qui pose quand même question aujourd'hui. En tout cas, c'est ça qui soulève la polémique qui bouleverse notre monde et qui crée les clivages sur un plan géopolitique. On voit très très bien que d'un côté, effectivement, on a les États-Unis, on a la Grande-Bretagne qui a fait, le Premier ministre a fait aussi une déclaration dans ce sens, l'Allemagne une position plus modérée. Et en fait, cette question est tellement sensible parce que la Cour pénale internationale ne s'est réellement intéressée qu'à des affaires quand même qui intéressaient plutôt les pays africains, où il y avait eu des horreurs et des crimes, etc. Enfin, il y a eu quand même très peu d'États qui se disent démocratiques et qui ont été poursuivis pour des pratiques qui ne seraient pas démocratique ou en respect avec un droit international, quel qu'il soit. Et là, en fait, ça nous renvoie finalement, nous, notre monde démocratique, à certaines contradictions que nous pouvons avoir en notre sein par rapport au recours et au droit. On se protège toujours du droit, mais franchement, le droit dans certaines prisons françaises, enfin, je peux citer pas mal de cas où finalement, nous serions peut-être passibles, et en tout cas, en but à certaines poursuites. Donc,
la crise, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment une crise là sur un plan international. Il y a un conflit entre des nations qui soutiennent totalement et avec une mobilisation qui, j'ai envie de dire, est politique et non pas juridique, judiciaire, qui soutiennent complètement cette décision. Et puis il y en a d'autres qui s'insurgent et qui crient au scandale, et aussi, là encore, pour des motifs politiques. Et je trouve que, malheureusement, on s'éloigne parfois du droit, et vous avez vous-même rappelé le droit. François Zimray, je vous donne la parole une première fois dans ce débat. Est-ce que le procureur Karim Khan fait du droit et ou de la politique ? D'abord, tout procureur a une part de politique dans son action. Le procureur, sa fonction, c'est d'accuser, les avocats de défendre et les juges de juger. Dans la présentation, vous avez dit que le procureur avait émis un mandat d'arrêt. Il n'a pas émis un mandat d'arrêt. Non, il a demandé au juge de le faire, ce qui n'est pas la même chose. C'est ce que j'ai dit. Il réclame des mandats d'arrêt. Pardon ? Oui, allez-y, continuez, pardon. Oui, il réclame des mandats d'arrêt. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la nécessité d'un monde régi par le droit et des relations internationales régies par le droit international. Je suis d'accord aussi avec la dernière remarque sur le fait que la France n'est pas toujours la plus exemplaire, la plus en mesure de donner des leçons. J'en sais quelque chose. Je crois que la Cour pénale internationale est un grand progrès institutionnel dans l'histoire de l'humanité. Je suis un des premiers avocats à la Cour pénale internationale puisque je me suis inscrit à ce barreau pénal au moment de la création, en 2002 ou 2003. Et j'étais dans le bureau de Karim Khan il y a quelques mois, début novembre, avec des familles des victimes du 7 octobre, des familles israéliennes, pour lui demander l'émission d'un mandat d'arrêt international contre les dirigeants du Hamas, alors même qu'Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale, du statut de Rome. C'est dire que je crois profondément à la nécessité de cette juridiction. Je ne pense pas qu'aucune des parties, là je rejoins aussi ce qui a été dit, ne soit au-dessus du droit et de la loi internationale. Pas plus Israël que les autres. Mais je vous entendais, pardon de vous interrompre, je sais qu'il y a un décalage de son, excusez-moi Maître Zimray, mais je vous interromps, on a un décalage de son, ça ne va pas être très confortable, mais je vais quand même reprendre la parole. Je vous entendais sur RTL dire il faut faire la différence entre l'agresseur et l'agressé. Non mais bien sûr qu'il faut faire la différence entre l'agresseur et l'agressé au moment de juger, mais pour être plus clair, j'espère que là vous m'entendez, ce que moi je reproche à ce que nous avons vu hier, ce n'est pas d'articuler des reproches contre les uns et contre les autres. Toutes les victimes se valent et toutes les victimes ont le droit de demander justice, israélienne comme palestinienne. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais dans le choix qui est un choix politique de présenter ces deux demandes de mandat d'arrêt le même jour, alors que les deux dossiers avancent chacun à leur rythme, le même jour, simultanément, il y a l'idée d'un renvoi dos à dos qui est insupportable. Parce que, quelles que soient les fautes qu'Israël a pu commettre, ou les dirigeants israéliens ont pu commettre, il reste que, c'est un fait qu'il y a dans cette, et ça ne les exonère pas a priori, mais c'est un fait qui doit être pris en considération. Il y a dans cette affaire, effectivement, une organisation criminelle qui agresse, un État de droit qui riposte peut-être mal et qui devra en répondre, mais le simple fait pour moi vous voyez, j'aurais été beaucoup moins choqué, et je n'aurais peut-être pas été choqué du tout, qu'il y ait deux phases de mise en cause. Deux annonces décalées, deux phases de mise en cause. Merci beaucoup. Je reprends la main, je vous redonnerai la parole plusieurs fois dans ce débat. Vous êtes avec nous pendant les 3 quarts d'heure et évidemment François Zimray, mais je voudrais qu'on entende une première fois justement ce procureur de la Cour pénale internationale vers qui tous les regards se tournent depuis hier, Karim Khan, qui explique notamment concernant Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense les raisons de cette procédure. Israël, comme tous les États, a le droit de défendre sa population. Il a tout à fait le droit d'assurer le retour des otages qui ont été pris de manière criminelle et sans état d'âme.
Ces droits ne dispensent toutefois pas Israël de son obligation de se conformer au droit humanitaire international. Le fait de causer intentionnellement la mort, la famine, des blessures et des souffrances à la population civile, y compris à un très grand nombre de femmes et d'enfants, est un moyen criminel d'atteindre des objectifs militaires et politiques. Jean-Paul Chagnolot, je reprends la question de la simultanéité des annonces. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce qu'effectivement, c'est de la politique? C'est une façon de faire de la politique plus que du droit? Non, je crois qu'il est toujours dans son rôle et qu'il a dû, lui et son bureau et tous ses collaborateurs, réfléchir longuement sur la façon dont il allait publier cette déclaration. Il y avait au fond deux solutions. Ou bien il mettait les deux enquêtes qui étaient parallèles, effectivement, mais il les mettait en même temps, deux parallèles qui se rejoignent, il le dit le même jour. Ou bien il commençait par l'une et pour ensuite envisager l'autre. Et il y aurait aussi des réactions. Si par exemple on avait commencé sur Israël, aussitôt on aurait dit mais alors pourquoi il ne s'intéresse pas au Hamas? Donc je crois que là-dessus, je ne dis pas que je me mets à la place de Karim Khan, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place, mais il est dans une situation extraordinairement compliquée. Donc moi je trouve finalement que c'est une solution peut-être à moins mauvaise, même si, bien entendu, dans l'état de passion, d'incandescence dans lequel nous sommes, il y a toutes ces réactions polémiques. Mais au-delà de tout ça, il faut revenir à l'essentiel. Un crime de guerre est un crime de guerre et toutes les vies se valent. Je crois que c'est ça le point de départ d'un raisonnement d'un procureur. Avec une réaction, on va parler des réactions politiques, diplomatiques, mais en voilà une qui nous arrive via nos confrères de l'agence France Presse en cette fin d'après-midi de mardi. Anthony Blinken qui estime encore possible un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, tout en jugeant que la décision du procureur de la Cour pénale internationale de réclamer, on le rappelle, on est au début de la procédure, on va la détailler dans un instant cette procédure, de réclamer des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants israéliens complique ses efforts. Patricia Lémonière, c'est intéressant effectivement de raccorder ce début de procédure de la Cour pénale internationale avec la situation de Benyamin Netanyahou sur la scène politique israélienne ou la possibilité d'une trêve. Alors, je crois que les effets immédiats, on peut dire, côté israélien, si on dissocie côté israélien et côté palestinien, les effets immédiats côté israélien, on le voit tout de suite, c'est la nation se regroupe autour de son chef attaqué. On a vu les réactions. Gantz, qui était prêt de claquer la porte, d'un seul coup dit que c'est scandaleux. Le ministre, évidemment, de la Défense, de même parce qu'il y a une vraie grogne actuellement au sein de l'armée. Il demande justement beaucoup, il pose beaucoup de questions sur le jour d'après. Cette armée qui est attaquée pour ses comportements, eh bien, demande... Donc ça offrirait presque un répit à Benyamin Netanyahou, c'est ce que j'entends. Un répit vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, mais à mon avis qui sera de courte durée, parce que ce que réclament les militaires aujourd'hui, le jour d'après, surtout quelqu'un comme Galland, qui est très proche des Américains, va dans ce sens. Et puis, côté palestinien, je pense qu'à la population palestinienne, ça lui fera peut-être un petit soupir, ça accrochera peut-être un sourire sur leurs lèvres, mais pas pour très longtemps, parce que les affrontements et les bombes continuent de tomber. Donc, à court terme, oui, mais à long terme, cette décision ne changera rien. Ce qui, et je vais être brève et je vais en finir par là, ce qui, moi, me choque effectivement, c'est ce que vous avez évoqué, c'est les pressions internationales qui vont s'exercer désormais sur les juges et les menaces qui ont été proférées. Ça me choque beaucoup, mais en ce qui concerne les effets sur le cessez-le-feu et sur les négociations continuent. Les Américains ont besoin de ce cessez-le-feu, et les Israéliens aussi sur un plan militaire, et puis les familles d'otages, évidemment. Autre réaction, on va essayer d'en entendre plusieurs au cours de ce débat, celle de l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies. C'était ce mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que la communauté internationale appelait à inonder Gaza d'aide humanitaire pour mettre fin à la famine en cours et aux souffrances humaines résultant de cet horrible siège, Israël a imposé à notre peuple un assèchement de l'aide humanitaire, une utilisation délibérée et indéniable de la famine comme méthode de guerre. Israël doit se retirer du point de passage de Rafah, ouvrir tous les points de passage et permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, et doit retirer ses forces d'occupation de la bande de Gaza.
Vous vouliez prendre la parole, je vous la donne tout de suite, mais allez-y, très rapidement. Très rapidement, je veux dire, je suis d'accord avec ce que vous avez dit complètement. Simplement, si on prend plus globalement les choses, c'est que le temps de la justice n'est pas celui de la politique. Oui. Et cette procédure qui est enclenchée, on l'a dit et répété, elle va se poursuivre sur le long terme, alors que la politique, nous sommes dans l'immédiat. Il faut toujours réfléchir à cette double dimension dans la temporalité. Oui, et cette procédure longue, on la détaille dans une minute avec Quentin Calmet, mais et vous aurez la parole aussi là-dessus. Mais donc, n'en dites pas trop sur la procédure, simplement sur les preuves. Comment le procureur Khan, vous nous disiez, finalement, il y avait des rumeurs, on savait que c'était une hypothèse. Il fait quoi? Il fait un travail d'enquêteur? Il a des enquêteurs sur le terrain qui recueillent des preuves? Comment ça fonctionne? Absolument. Il y a plusieurs dizaines, voire une centaine d'enquêteurs au sein du bureau du procureur qui se sont, dont une grande partie d'entre eux se sont rendus assez rapidement. Alors d'abord dans les pays frontaliers, en Égypte, en Jordanie, puis lorsqu'ils ont eu l'autorisation, sont allés en Israël pour enquêter. Ça a déjà été rappelé hier par le bureau du procureur. Il a rencontré lui-même et ses équipes ont rencontré des familles de victimes, des survivants, des otages qui ont été libérés en Israël. Il y a effectivement également un travail de collecte de preuves qui est fait à distance, que ce soit sur la base de preuves accessibles en source ouverte, mais aussi grâce à la coopération à la fois d'État, il y a des services de renseignement notamment qui ont fourni des éléments de preuve, que ce soit des images satellites, des communications, des interceptions audio. Il y a également une place très importante, de plus en plus importante, qui est donnée à la société civile, aux ONG, aux organisations, aux médias aussi, dans ce travail de collecte de preuves. Il y a quelques mois, alors c'était dans le cadre du conflit en Ukraine, mais ça a été réactivé dans le cadre de cette situation précise. Le bureau du procureur de la CPI a mis en place une plateforme sur laquelle l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit des personnes physiques, des personnes morales, des ONG, des médias, peuvent transmettre des éléments de preuve à son bureau qui sont ensuite analysés, qui sont traités. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a comme ça une collectivité de plus en plus importante du travail de collecte de preuves, avec ensuite une analyse qui est faite par le bureau du procureur, donc à la fois au niveau enquête et au niveau vraiment juridique pour pouvoir caractériser les crimes, établir les chaînes de responsabilité. Oui, alors ça, c'est ce qui s'est passé avant la prise de parole du procureur de la Cour pénale internationale. On va voir maintenant ce qui peut se passer après, c'est-à-dire en ce moment et dans les semaines et les jours à venir avec Quentin Calmet, comme promis. Bonsoir Quentin, bienvenue à vous. Que va-t-il se passer désormais dans les prochains jours, prochaines semaines ? Eh bien, des juges des chambres préliminaires de la Cour pénale internationale doivent maintenant accepter ou refuser la requête. Ces juges devraient se prononcer d'ici 2 à 3 semaines. Ils vont se pencher sur les preuves apportées par le procureur Karim Khan. Si les juges de la CPI décident d'émettre le mandat d'arrêt, ça signifie qu'en théorie, n'importe lequel des 124 États membres de ce tribunal serait obligé d'arrêter les personnes mises en cause si elles se rendaient sur leur territoire. Alors attention, la Cour ne dispose pas de sa propre police, elle le reconnaît elle-même. Elle doit donc compter sur la coordination des États, indispensable en ce qui concerne l'arrestation et la remise des suspects. D'ailleurs, à Gaza, certains Palestiniens interrogés par l'agence France Presse ne se font pas d'illusions sur une possible arrestation de Benjamin Netanyahou. Écoute cette réaction. Quant au mandat d'arrêt contre les commandants de l'armée israélienne, ils ne seront que de l'encre sur du papier. Et personne dans le monde n'osera les appliquer, ou même faire pression pour qu'ils soient appliqués. En revanche, en ce qui concerne les décisions prises à l'encontre des dirigeants du Hamas, que le peuple palestinien soit en désaccord ou en accord avec eux, le monde s'efforcera de les mettre en œuvre. Du côté israélien, cette décision du procureur mêlant Hamas et Israël, elle est jugée révoltante. Écoutez cette réaction maintenant à Tel Aviv. C'est évidemment absurde. Je veux dire, alors qu'il y a tant de crimes dans le monde, et particulièrement dans le monde arabe, en Chine et ailleurs, je pense qu'il est vraiment scandaleux qu'ils s'en prennent à nous, et c'est manifestement antisémite. Quentin, quel bilan peut-on faire de l'action de la Cour pénale internationale ? La CPI a été créée après le choc suscité par les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. La CPI est la première cour pénale internationale permanente. Jusque-là, les tribunaux spéciaux étaient installés par l'ONU avec des mandats particuliers. Vous voyez le bilan que dresse la CPI depuis sa mise en place en 2002. Il est assez maigre, on peut le dire. À ce jour, la Cour a été saisie de 31 affaires et les juges
ont rendu 10 condamnations. Parmi les seules condamnations pour des crimes internationaux, il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo en 2003 ou encore au Mali en 2012. Et l'an dernier, c'est Vladimir Poutine qui a été visé par un mandat d'arrêt pour des crimes de guerre d'expulsion illégale d'enfants ukrainiens. Merci beaucoup, Quentin. Françoise Imray, je me retourne de nouveau vers vous pour essayer de se projeter dans les prochaines semaines. On l'a bien compris, hein, ces mandats d'arrêt n'ont pas encore été émis, mais est-ce que vous pouvez imaginer un Benyamin Netanyahou devant la Cour pénale internationale ? Techniquement, oui. Techniquement, oui. Encore que il y a quand même un obstacle très important, procédural, puisqu'on fait du droit, vous l'avez rappelé en introduction, plusieurs intervenants l'ont rappelé, et la Cour pénale internationale n'est compétente que pour autant que l'État n'ait ni la compétence ni la volonté pour juger de ces faits lui-même. Or, on peut tout dire d'Israël, sauf que ce n'est pas un État de droit, donc c'est un État de droit où la Cour suprême est indépendante. D'ailleurs, le Netanyahou le sait bien et il a voulu la peau de la Cour suprême. La Cour suprême qui a déjà envoyé en prison un Premier ministre et un chef de l'État, présidé d'ailleurs par un juge arabe pour cette dernière décision. Donc, s'il y a des enquêtes sérieuses sur ces faits menés en Israël, la Cour ne sera plus compétente. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. 2 ou 3 remarques, je voudrais passer très rapidement, revenir sur ce qui a été dit. Oui, le temps de la justice n'est, à mon avis, pas le temps du conflit. Et il y a quelque chose de choquant aussi en plein milieu de conflit, avec des situations paradoxales, puisque maintenant qu'il y a l'obligation d'arrêter Sinwar, on peut dire qu'Israël a l'obligation d'aller au bout de l'arrestation de Sinwar, de la recherche des chefs du Hamas, en application du mandat d'arrêt si celui-ci est délivré par la Cour pénale internationale. Je suis aussi d'accord avec l'idée qui a été exprimée que les pressions sont extrêmement maladroites. Ces pressions sont maladroites. En revanche, il faut comprendre, dès qu'il n'y a absolument aucune espèce d'empathie, je vois bien, mais comme souvent, il faut quand même bien comprendre ce que peuvent ressentir ceux qui se sont permis d'exprimer une certaine indignation. C'est exactement... Oui, quand j'ai vu le procureur, il y a quelques mois, il m'a dit la CPI, c'est l'enfant de Nuremberg. Et c'est comme si à Nuremberg, dans le box des accusés, vous aviez les nazis, mais vous aviez aussi les alliés à raison des infractions ou des crimes qu'ils ont pu commettre dans les bombardements contre des civils, et il y en a eu. Alors, on peut dire c'est un progrès, et là j'admets que le débat est ouvert, c'est ça le débat. C'est un progrès que le droit passe, en toutes circonstances, et pour tous, agresseurs comme agressés. Mais il faut faire attention parce que nous n'avons pas toujours été fidèles à cette doctrine-là. Aujourd'hui, nous appelons au droit, mais nous appelions il n'y a pas si longtemps à l'impunité. Je vous rappelle qu'avec l'Algérie, il y a eu 4 ou 5 lois d'amnistie. On n'a jamais jugé les crimes français ou du FLN. Françoise Imray, je reprends la main parce que il y a plusieurs éléments qui sont très intéressants. Il y a la question du droit israélien, la primauté du droit israélien. On y reviendra tout à l'heure. Mais cette comparaison avec Nuremberg, je vous voyais réagir, Jean-Paul Chagnolot. Je crois que Nuremberg est très particulier parce que c'est une justice des vainqueurs. Donc c'est très important dans l'histoire de la justice pénale internationale qui a commencé, on va dire, à la fin du 19e siècle. Il y a eu, au moment, après la Première Guerre mondiale, on a failli mettre aussi en place un tribunal pénal en raison du génocide contre les Arméniens. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Donc Nuremberg, effectivement, est la première institution internationale, mais c'est une justice des vainqueurs. Et ensuite, si on fait rapidement l'histoire, ça s'est complètement englouti. On n'a plus parlé pendant toute la guerre froide de cette question d'une justice pénale internationale. Personne n'en voulait.
Pourquoi? Parce que c'est une atteinte à la souveraineté, à la sacro-sainte souveraineté des États. On vient à justice et politique. Oui. Le politique ne peut pas être, comment dirais-je, gêné, ou il peut y avoir une ingérence extérieure pour un État souverain. C'est ça l'idée. Et il a fallu, en fait, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie et ce qui s'est passé au Rwanda, pour que les Nations Unies, et c'est tout à fait différent du traité de Rome, adoptent une résolution, le Conseil de sécurité. Successivement, il y a eu 2 résolutions qui ont créé ce qu'on a appelé des tribunaux ad hoc, qui avaient des pouvoirs très importants. Et en plus, ils avaient une force de frappe qui était incomparable par rapport à ce que la CPI n'a pas, justement. Oui, la CPI n'a pas de pouvoir de police. Bien sûr, c'est ça. Alors que le TPY, c'est-à-dire pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda, avaient des moyens d'action. Et en plus, il y avait une grande liberté. Les juges avaient une grande liberté pour fabriquer leur règlement, ce que n'a pas du tout ce que n'ont pas les juges de la Cour pénale. Donc la Cour pénale, elle arrive juste après la guerre froide, dans ces années 90. Et donc, c'est juste d'une phrase, ce qui est j'allais dire formidable, parce que je suis assez enthousiaste par rapport à ça, c'est l'idée que jusqu'à maintenant, on parlait du droit humanitaire. Mais le droit humanitaire, personne ne pouvait en condamner, ni encore moins sanctionner les violations, les conventions de Genève, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, et le débat que nous avons aujourd'hui, il porte sur Gaza, sur Israël-Palestine, mais il est beaucoup plus global que ça. C'est un moment, d'ailleurs, c'est Karim Khan lui-même qui le dit dans son texte, il dit c'est un moment charnière, et je crois qu'il a pleinement raison. Et selon la réponse qui va être donnée à tout cela, c'est l'institution elle-même qui peut être renforcée, ou au contraire, qui peut être très sérieusement fragilisée. Clara Gérard-Rodriguez, pour bien comprendre, parce que il y a bien 2 procédures. Une procédure contre les dirigeants du Hamas, une procédure contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. On ne va pas retrouver tout... Enfin, d'abord... Ce procès aura-t-il lieu? Ça, c'est un autre débat, on en reparlera, mais on ne va pas les retrouver ensemble dans les mêmes audiences, juste pour bien comprendre. Non, à ce stade, effectivement. Alors, à ce stade, il n'y a encore aucune les mandats d'arrêt n'ont pas été envoyés. Il n'y a pas de dossier propre. Mais il y a des demandes, des requêtes qui ont été déposées pour que des mandats d'arrêt soient émis à l'encontre des 5 personnes qui ont été visées. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils seront jugés dans la même salle d'audience, au même moment, par les mêmes juges, dans le cadre d'un même procès. Et d'ailleurs, on a vu devant la CPI, notamment, il y a eu déjà plusieurs affaires qui ont été organisées à l'encontre de responsables de groupes armés opposés, que ce soit dans le cadre des dossiers notamment en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, où on a des chefs de groupes armés opposés qui ont été jugés par des chambres distinctes à l'aune de procès différents. Et on peut aussi, et je pense peut-être que la comparaison est d'ailleurs plus pertinente, faire le lien, et vous le faisiez, avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, qui a jugé, dans le cadre de différents procès, à la fois des responsables serbes, des responsables bosniens, des responsables croates, qui étaient ennemis sur le front, et à la suite de mandats d'arrêt qui ont d'ailleurs été émis alors que le conflit était toujours en cours, mais bien dans le cadre d'audiences, d'affaires spécifiquement distinctes. Pardon de vous interrompre, j'entends, c'est argument, je vous donne la parole tout de suite, Patricia, mais il y a un autre argument donné par Françoise Imray tout à l'heure, c'est le droit israélien, la primauté du droit israélien et peut-être la perspective finalement qu'un Benyamin Netanyahou soit jugé par sa propre justice et par la Cour suprême. Bien sûr, donc la CPI est quand même régie par un principe essentiel qui est le principe de complémentarité, c'est-à-dire qu'elle n'intervient que lorsque les États ne le font pas, que lorsque les États n'ont pas soit la volonté, soit l'indépendance ou l'impartialité requise pour mener à bien leur propre procédure pénale. Donc ça voudrait dire que si, imaginons, dans 3 semaines, il y a un mandat d'arrêt et je me projette, dans 2 mois, il y a une procédure lancée par la justice israélienne visant Benyamin Netanyahou et d'autres responsables. Le mandat de la CPI s'arrêterait. La Cour devra se dessaisir. Elle appréciera d'abord si la justice est suffisamment sérieuse, suffisamment indépendante, suffisamment impartiale pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais si elle arrive à cette conclusion, alors effectivement, elle se dessaisira au profit des juridictions israéliennes et elle transmettra, elle l'a fait d'ailleurs récemment en Colombie, elle transmettra les éléments de preuve à sa disposition à cette justice. Peut-être juste une toute petite précision. Très vite, parce qu'il nous reste un thème sur les relations internationales. Quand on parle de complémentarité, il ne suffit pas que la justice israélienne se concentre sur cette situation, sur les faits dénoncés, mais également qu'elle aille apprécier si les personnes qui sont visées par la Cour pénale internationale peuvent faire l'objet de poursuites. C'est-à-dire que le seul fait que la justice israélienne dit on se penche sur la question de savoir si les opérations militaires conduites à Gaza sont ou non constitutives de crimes internationaux ne suffit pas. Il faudrait qu'elle aille apprécier spécifiquement la responsabilité pénale du Premier ministre, du ministre de la Défense. Votre avis là-dessus, peut-être Patricia Lémonière pour commencer, ensuite Jean-Paul Chagnolot. Israël, c'est une démocratie, sans doute imparfaite, mais c'est une démocratie avec une justice qui fonctionne, donc laissons-la travailler.
Oui, il faudrait que ça sera une fois de plus, on l'a dit, c'est la Cour pénale qui va décider si cette justice israélienne est conforme à ses attentes pour juger. Mais c'est pas un procès d'attention quand on dit ça? Alors, moi, ce que je trouve aujourd'hui, et je partage une idée, c'est que c'est un moment très important sur le plan de la justice internationale. Parce que est-ce que cette justice internationale va pouvoir se dégager de l'émotion qui entoure cette affaire et qui fait qu'en sorte on arrive pratiquement aujourd'hui à une opposition entre deux blocs. Un bloc qui dit vous, le monde occidental, vous ne défendez pas la justice internationale, vous ne vous regardez pas vous-même. Et si vous voulez, donc le moment est excessivement important. Alors je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. C'était pour rejoindre. Est-ce qu'elle n'est pas testée tout simplement la CPI? Et si elle devait rester muette aujourd'hui, parce que c'est face au bilan catastrophique, est-ce que nous on pourrait accepter d'avoir cette institution? Pardon, je prolonge ce que vous dites. C'est pour ça ce qu'on disait un peu au début, c'est aussi un peu la crédibilité de la CPI qui est peut-être en jeu en ce moment. On vit un moment charnière, d'autant qu'on a bien vu que lorsque Vladimir Poutine, lui, a été, en somme, il était mis en cause par la justice internationale, les États-Unis ont applaudi, et donc voilà. Pardon Patricia, un mot sur la justice israélienne, ensuite Asile, je vous donne la parole pour parler des réactions notamment américaines. Sur la justice israélienne, la question de la complémentarité est fondamentale, mais vous l'avez très bien rappelé, la Cour pénale n'est pas dupe, elle va donc examiner les choses, mais de toute façon, il faut regarder les choses en face. Politiquement, c'est impossible, non pas juridiquement, mais politiquement impossible qu'une justice, que la Cour suprême puisse incriminer Netanyahou, Galland et tous les autres pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'il y a évidemment aujourd'hui un bloc soudé, et qu'on peut comprendre du point de vue israélien d'ailleurs. On est tous derrière, pour le moment, notre Premier ministre, et notre guerre est légitime. Donc on n'a pas fait... Moi j'étais tout à l'heure avec des amis israéliens, et très ouverts, mais en même temps ils disaient, mais c'est pas des crimes de guerre que nous commettons, c'est une guerre juste. Donc si vous voulez, il n'est pas question en Israël que ça puisse se faire. Donc la question de la complémentarité, à mon avis, elle sera liquidée d'un point de vue politique, pas d'un point de vue juridique. Bon, allez, un dernier thème sur vous avez commencé à l'évoquer, Patricia, et je vous en remercie, sur les divisions de la communauté internationale. Asdine, ces demandes, on le rappelle, du procureur Karim Khan divisent cette communauté. Et ces réquisitions du procureur ont un mérite, elles permettent aussi d'éclairer les différentes positions des grandes nations sur le conflit, de mieux saisir leurs relations du moment avec Israël. Dès l'annonce du procureur, tous les regards se sont tournés d'abord, évidemment, vers les États-Unis. Joe Biden a été clair, on l'écoute. Je veux être clair, nous rejetons la demande de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants israéliens. Quoique ces demandes de mandat d'arrêt sous-entendent, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Double risque, Joe Biden discrédite la légitimité et donc l'action de la CPI et de son procureur, ce qui est un calcul dangereux lorsqu'on sait que des mandats d'arrêt ont été émis contre des ennemis des Américains, les talibans, Vladimir Poutine par exemple, et Joe Biden se met en danger avec une partie de son électorat. 6 mois de l'élection présidentielle, on le sait, une partie des électeurs démocrates trouve le président trop pro-israélien et trop mou sur la situation catastrophique à Gaza. Et surtout avec cette prise de position, les Américains se retrouvent aux côtés de gouvernements conservateurs, voire d'extrême droite. Le ministre des Affaires étrangères italien a affirmé qu'il est absolument inacceptable de mettre sur le même plan le Hamas et Israël, les chefs du groupe terroriste qui a lancé la guerre à Gaza, massacre des citoyens innocents, et les chefs du gouvernement élus par le peuple israélien. Le Premier ministre tchèque a lui qualifié cette demande à l'encontre des 2 dirigeants israéliens d'épouvantable et totalement inacceptable. Alors on l'a évoqué rapidement, donc on va rentrer dans le détail sur la position française. La France qui, on va dire, soutient la Cour pénale internationale, comment on peut l'interpréter? C'est un communiqué, on l'a dit, du Quai d'Orsay qui a précisé la position française. Il faut vraiment lire attentivement. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. C'est le principe de base. Mais on sent bien que chaque mot doit être pesé. Donc le communiqué ajoute, d'abord, la France a condamné dès le 7 octobre les massacres antisémites perpétrés par le Hamas. Ça, c'est pour devancer les critiques. La France ne met pas de signe égal entre Hamas et Israël, car la suite du communiqué, cette fois-ci très à charge contre Benyamin Netanyahou. La France alerte depuis de nombreux mois sur l'impératif de respect strict du droit international humanitaire et notamment sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza et d'un accès humanitaire insuffisant. Il faut mesurer la force de cette partie du communiqué. Si la France ne partage pas explicitement la volonté du procureur de poursuivre le Premier ministre israélien, elle comprend cette démarche. C'est déjà beaucoup en diplomatie, surtout avec un pays ami. Ça va appeler sans doute un vrai refroidissement des relations entre les deux pays. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après communiqué dans les rapports entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Donc communiqué du Quai d'Orsay, précisé
précisé par le ministre des Affaires étrangères. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. On écoute Stéphane Séjourné. Ces demandes simultanées de mandat d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël. D'un côté, vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués également de manière assumée. Et de l'autre côté, vous avez un État démocratique, Israël, qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée elle-même. Les juges de la CPI doivent désormais se prononcer sur la délivrance de ces mandats. Ils le feront de manière indépendante et en toute indépendance. Jean-Paul Chagnolot, c'est une ligne de crête assez étroite depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais vous disiez en préambule, c'était pratiquement votre première intervention. Je crois que finalement, cette décision française, ce soutien français, il vous frappait, il vous semblait important. Pourquoi ? Oui, parce que, moi je reprends les mots de Karim Khan, maman charnière, sur le plan de l'histoire de la CPI. Et donc, il faut bien, quand on parle de tel ou tel pays, d'abord se demander est-ce qu'ils sont signataires ou pas du traité de Rome. Dans le cas des tribunaux ad hoc dont je parlais, c'était des résolutions du Conseil de sécurité obligatoires, ça concernait tous les États. Là, nous sommes dans un traité de Rome de 98. Donc il y a 124 pays. Donc, ou bien on l'a signé, et à ce moment-là, on est tenu par les obligations qu'on a acceptées, ou bien on ne l'a pas signé. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en même temps, ils sont dans des contradictions invraisemblables, parce qu'ils vont soutenir la CPI quand ça les arrange, et puis ils vont au contraire la critiquer quand ça ne les arrange pas. C'est grave du point de vue de l'équilibre du droit et du rapport à la justice pénale internationale. Et puis, en ce qui concerne les États qui ont signé, l'Italie, la République tchèque, enfin tous les pays européens ont signé, et qui vont, fragiliser la CPI, alors que même leur devoir, ce devrait de dire, comme la France, nous soutenons la CPI, quelle que soit la situation. C'est ça l'enjeu très fondamental qu'il y a aujourd'hui. Et le ministre des Affaires étrangères, là, il vient assurer le service après-vente. On sent que peut-être le communiqué, je ne dis pas qu'il est parti trop vite, mais il y a eu un communiqué quand même fort, et que derrière, il vient quand même adoucir, assurer les Israéliens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est-à-dire que oui, il essaie de, comme vous dites, c'est du service après-vente, mais enfin, c'est pas très, c'est pas très courageux. C'est-à-dire qu'on essaie de dire, vous savez, on a dit ça, mais on n'a pas tout à fait dit ça, etc. Bon, c'est vraiment une position. La France a fini par avoir une position claire du point de vue du droit international dans ce conflit. Elle continue de l'avoir avec ce communiqué que vous évoquiez du Quai d'Orsay qui me paraît très clair. Je pense que Monsieur le ministre aurait mieux fait d'assumer pleinement ce communiqué sans essayer de bricoler une explication. Et c'est vrai qu'il y a un problème de simultanéité, mais moi je retourne la question à Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez procureur ? Vous auriez fait de la simultanéité, vous auriez distingué, mais de toute façon, dans tous les cas de figure... Alors, j'entends votre argument, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de ce débat ? Et c'est peut-être aussi de ma faute d'ailleurs. On ne parle que de la responsabilité d'Israël, que de Benyamin Netanyahou, et on n'a quasiment pas dit un mot de 7 octobre. Donc, non, mais bien sûr, mais oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Notre débat, il porte finalement sur la responsabilité d'Israël. Un crime est un crime, quel que soit l'auteur. Ce crime doit être puni. Et deuxièmement, toutes les vies se valent. Je crois que c'est ça les points de départ. Mais ce qui frappe, c'est le fait que le Premier ministre israélien soit potentiellement convoqué devant la CPI, et donc notre débat porte là-dessus. Alors je ne dis pas que nous, et moi le premier, on oublie ce qui s'est passé le 7 octobre, effectivement, mais les faits sont là. Mais parce que les réactions aussi sont aussi violentes vis-à-vis de cette double demande de poursuite. Il n'y a pas de réaction aussi violente du monde palestinien, des Marocains et des autres. On ne les écoute pas, ils sont inaudibles aujourd'hui. Donc il y a une réaction très violente, effectivement, des États-Unis qui nous ont tous marqués. Il nous reste une minute et, désolé, je la propose à Françoise Imray qui n'a pas eu la parole depuis longtemps dans ce débat, justement sur ce déséquilibre, en quelque sorte. Comment vous réagissez à ça ? D'abord, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une absence totale d'empathie par rapport à ce que peuvent ressentir les Israéliens après le choc du 7 octobre et le conflit auquel ils sont contraints. Il y a d'un côté des criminels par profession qui sont le Hamas, et il y a des gens à qui on impute un crime, je dis bien on impute un crime occasionnel, qui sont les dirigeants israéliens. Et je suis désolé, il n'y a pas d'équivalence. On ne peut pas se contenter de dire que toutes les victimes se valent, ce qui est vrai. Bien entendu que toutes les victimes se valent, mais toutes les situations ne se valent pas. Et on ne peut pas non plus faire l'impasse sur la situation exceptionnellement délicate à laquelle était confronté Israël, se défendre ou pas se défendre, comment arrêter le Hamas. Vous êtes face à un groupe criminel qui
qui utilise les civils comme boucliers humains. Vous êtes face à cette... Je n'ai pas la prétention de leur dire ce qu'ils auraient dû faire. Et puis, je voudrais aussi rappeler, on soutient la justice internationale. Un procureur, ce n'est pas la justice internationale. C'est une partie. C'est le procureur qui poursuit, ce n'est pas lui qui juge. Merci Donc, beaucoup. il est dans son rôle. Les avocats devront défendre. Et la Cour devra trancher. Merci. Je dois vous interrompre. Je suis désolé, c'est la fin de ce débat. Désolé, Françoise Imray. J'avais dit 1 minute, elle est écoulée, donc je suis obligé de vous interrompre. J'en suis vraiment désolé. Pardon. La liaison est un peu décalée, donc vous vous rendez compte seulement maintenant. Pardon de devoir vous interrompre. C'est jamais très agréable de se faire couper la parole. Et j'essaye de ne pas trop le faire dans mes débats. En tout cas, merci. Merci à tous d'y avoir participé. C'était vraiment passionnant. Je vais rappeler rapidement vos livres Israël-Palestine, la défaite du vainqueur aux éditions Actes Sud et Patricia au cœur du chaos. C'est aux éditions Artaud. Merci encore et à bientôt.